L'histoire commence par notre personnage principal, le prince Arthur, renaît dans ce monde. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, il a appris le monde et les arrêts pratiques de la vie. Mais autant qu'il a essayé, il ne pouvait pas faire de talent du tout, et il n'a pas appris à utiliser le système. Les parents d'Arthur étaient sa mère, Martina, et le père, le marquis de Val. Après le mariage officiel, le marquis, qui a renforcé les liens avec la famille royale et avait déjà un héritier sur la vraie ligne. Il a décidé d'augmenter le nombre d'héritiers avec des enfants talentueux de femmes de famille noble. Pour cela, il a pris des femmes de famille noble qui avaient des ennuis avec l'allaitement. Martina, la mère d'Arthur, était d'une famille vicomte qui était enlisée. Et en échange de la résolution de ses pérangues financières, elle est devenue un amant marquis. Quand Arthur avait 5 ans, il n'a montré aucun talent, alors Martina et son fils sont retournés chez ses parents. Vicomte. Malgré la surprise, le vicomte a reçu sa fille et son petit-fils. Vivant dans la maison familiale, Arthur a accumulé beaucoup d'expérience dans la vie et la dessinée parce qu'il n'avait pas de talent. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont de la magie, et les compétences sont liées à l'une des 6 forces naturelles, le feu, le vent, l'eau, la terre, la lumière et l'obscurité. Le talent magique est dans le corps de tout le monde, comme l'électricité statique, mais vous ne pouvez que manifester la magie de leur propre force. Arthur ne pouvait rien montrer parce qu'il n'avait aucune force, il semblait que dans une autre vie, il n'était pas un sorcier. Au fil du temps, la vie dans la maison familiale s'est aggravée, avec des plaintes et une confusion qui roulaient directement. La seule bonne chose était que la mère était toujours de son côté. Le vicomte est entré dans la pièce, a dit à sa fille qu'il lui avait trouvé un fiancé et voulait la rendre heureuse. À Martina, tous excités. Il a demandé ce qu'il allait faire avec Arthur. Le vicomte l'a envoyé pour remettre Arthur à un orphelinat. Parce que tu ne pouvais rien faire. C'était un enfant sans talent. L'inévitable arrivait. 3 jours plus tard, Martina et Arthur ont quitté le domicile du vicomte à Recombiné. Ils sont allés au village sur la propriété de baron Merlot. Martina avait un ami marié à l'héritier du baron, qui lui a offert une petite maison et le gamin vive, ne payant presque rien. Au fil du temps, Arthur s'est rendu compte qu'il avait besoin d'étudier l'alchimie. L'alchimie est le mouvement que vous pouvez manifester la magie même sans force naturelle. Il pensait que l'alchimie y avait un outil pour traiter les choses, qui n'avait pas besoin de force et pensait qu'il pouvait bien le faire. Mais le vrai était difficile. L'alchimie a besoin de réactifs et de matrices qui coûtent de l'argent. La plupart des alchimistes gagnent de l'argent pour faire des potions. La potion est essentielle pour beaucoup de gens, mais vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec. Il s'agit davantage de garder l'alchimiste actif. Obéir à ce que le souverain envoie. Arthur a compris qu'il n'avait aucun soutien et ne pouvait pas faire de potion parce qu'il avait besoin d'ingrédients magiques, d'eau magique chargée de magie de force. Mais comme il n'avait aucune force, il ne pouvait pas faire de l'eau magique seul. Il s'est ensuite concentré sur l'alchimie matérielle. Mais le problème des matrices coûteuses a perturbé. Arthur a commencé à apprendre à créer des choses de la vie passée. Même sans force, étudier comment réduire le coût des matrices, essayer de comprendre comment fonctionnent les substances et le choix des substituts. Les tableaux servent à dessiner des cercles magiques droits. Si vous dessinez directement avec de la magie, vous n'avez pas à le faire, mais il n'a pas vu de magie et s'il essayait de se sentir, le cercle a été déplacé et était mauvais. Ce qu'il faut faire, il a découvert qu'il devait laisser la magie visible comme la magie naturelle pour venir un brouillard qui brille. S'il recréait cette brume magique, il pourrait travailler, mais avait besoin des bonnes conditions. Un jour a trouvé ces conditions, l'humidité, la viscosité, la température, le tout pour former la brume magique. Avec cette brume, Arthur a activé le cercle magique et était un pas de plus pour devenir alchimiste. Sa mère a tout vu, mais il a dessiné que ce n'était pas encore la fin, avait beaucoup d'avance, car Arthur voulait rendre sa mère heureuse. Ensuite, la mère se réveille et dit qu'ils sont arrivés. Arthur se rend compte que tout était un rêve. Il continue jusqu'à la maison de Baron et arrive enfin à Elbondur. En entrant dans la propriété de Baron, l'un des employés, probablement de la sécurité, les reçoit. Elle se présente comme Stana. Inconnue amie. Ainsi a commencé une nouvelle phase dans la vie d'Arthur. Ils ont passé 2 ans à Elbondur. Le mois de juin, une période de perception de blé et d'impôts. Arthur, la mère et Stana vont récolter le blé. Ils ont un petit terrain pour planter du blé. Leur mission est de lier les poutres, qui sont ensuite sèches, battues et stockées dans des sacs. Les agriculteurs paient une taxe basée sur la récolte. Le percepteur d'impôts vérifie l'état de la campagne, la production et, selon la situation financière de la famille, définit le montant de l'impôt. Pendant qu'il travaillait, un jeune homme est apparu. Arthur a demandé à sa mère qui il était,
et elle a répondu que c'était Kate, le percepteur d'impôts du village. Peu de temps après, Arthur a vu Aldiel, fils du chef du village, près du terrain. Ce gars essayait de donner à Martina, la mère d'Arthur. Le héros se rend compte que la mère est une belle femme. Avant, Aldiel était plus dans le sien, juste regarder, mais est récemment devenu un petit harceleur, se rapprochant de Martina, demandant si elle avait besoin d'aide. De nulle part, il suggère de marquer la date du mariage. Mais comme il n'a reçu aucune réponse clara, il a dit d'y retourner plus tard. Arthur et Martina étaient confus. Arthur pensait que, si Aldiel était le mari de sa mère, il serait prêt à s'échapper, mais il ne le laisserait pas rouler. Stana est apparu, est devenu témoin de la conversation et a tenté de comprendre ce qui est arrivé à Aldiel lors d'un voyage d'affaires dans la capitale. Martina a dit qu'ils avaient vu Aldiel de temps en temps et ne se sont salués. Aujourd'hui, il est arrivé en demandant de l'épouser, tandis que le chef du village a révélé que Martina n'avait pas donné de douceur au mariage. Pur mensonge. Aldiel est allé dans la capitale pour aller chercher des pièces en métal pour réparer le mur détruit par des monstres. Martina a suggéré de demander l'aide de Kate pour médier. Mais Stana était en doute s'il allait être d'accord et a dit qu'il allait échanger une idée avec Kate, car il connaissait déjà le gars. Aider les autres résidents du village semblait percer. 3 jours plus tard, lors d'une réunion, Aldiel a déclaré qu'il attendait Martina avec Cathy, qui a rapidement averti qu'il n'était que comme témoin, car, selon la loi du village, le mariage entre les roturiers se fait simplement en déclarant qu'ils sont mari et femme devant le chef du village ou du prêtre, avec leur consentement. Astana a commencé à dire que le baron avait protégé la loi de Martina et qu'elle a refusé le mariage. Martina a également dit qu'elle n'allait pas épouser Odiel, qui comprenait ses sentiments, mais ne pouvait pas attendre parce qu'elle avait déjà besoin d'un héritier. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas reçu de proposition officielle et n'avait pas donné son consentement. Odiel a essayé d'interrompre, disant qu'il avait demandé et avait reçu un oui. Kate était également confiante dans cette version. Martina a demandé à parler quand cela se serait produit, mais elle est devenue nerveuse et inquiète. Arthur a essayé d'aider et a tenu la main de sa mère. L'hôtel a expliqué que lorsque son père a dit qu'il était temps de se marier, il a décidé de se déclarer à Martina, qui avait joué il y a quelque temps. L'indigne Martina a demandé pourquoi il pensait qu'il l'aimait. Odiel, Peach, a dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, elle lui a toujours souri et a dit qu'elle ne sourirait jamais à personne qui ne l'aimait pas. Elle a répondu que si son sourire était mal compris et provoquait de la confusion, son niveau de raisonnement était comparable à celui d'un insecte. Cathy a demandé à clarifier comment la proposition s'est déroulée. Aldiel a déclaré qu'il avait demandé l'autorisation de récolter une fleur et a reçu. Elle a répondu qu'à l'époque, elle pensait aux fleurs qu'elle cultivait et est donc partie. Aldiel a dit qu'elle ne pensait pas à l'avenir, mais Martina a assuré qu'elle pensera quand elle en aurait besoin, en tenant compte de l'opinion d'Arthur et qu'elle ne consentit plus au mariage. Aldiel était en crise, pensant qu'un joufflu ne peut pas décider de son sort et que Martina devrait remercier l'aide qu'elle a reçue auparavant tout en la maudissant. Stana a coupé le chat, a déclaré qu'il n'avait ni proposition ni consentement. Il pourrait terminer la conversation et la fin étant cela. Elle a demandé à avertir le baron de ce qui s'est passé et à communiquer le chef du village de décision. Avec cela, une clignotation a roulé entre Martina, l'Arthur et la famille du chef du village. Arthur craignait que la mère ne souffre 2 semaines après la confusion du mariage. Aldiel a essayé de se rattraper, mais après qu'il était mauvais, il a disparu. Aujourd'hui est le jour pour débuter le blé. Arthur pensait qu'il serait temps de mécaniser ce processus. Après la livraison, le grain a été collecté. Martina et Stana utilisent la magie du vent pour tamiser et séparer le blé. Le travail d'Arthur est d'emballer le blé, car il n'a pas de magie. Sur les 15 sacs, 6 vont à la taxe. Arthur obtient un méchant en pensant à la mécanisation et veut faire au moins un battement. Se souvenant de la vie passée, il pense qu'il peut faire une telle machine, mais sa mère pense qu'il est encore petit et tôt pour cela, malgré les cours d'escrime avec Stana. Arthur sait qu'il est tôt pour lui d'aller seul dans la forêt pour chercher du matériel. Stana à elle seule peut s'en occuper, mais il ne peut pas l'envoyer, donc ses possibilités sont juste autour du village. Pendant l'une de ses errances près de l'arrière-cour, Arthur bosse avec un morceau de résine sèche collé à un arbre. Seul, cet arrêt n'est pas grand-chose. Ce n'est pas pour la nourriture, il y a des impuretés et vous ne pouvez pas vendre. Mais Arthur, le matin, décide d'essayer de faire quelque chose avec cette pièce en utilisant ses connaissances et ses compétences. Cela va en ce qui concerne l'obtention de pierres précieuses. Quelques joyaux de miel, des pierres de miel, non. Si c'est mauvais, au moins ça ne perd rien. Mais si cela fonctionne, en trouvant une pierre précieuse, elle peut vendre à un collectionneur. Dans une demi-heure, il rejoint déjà ce dont il avait besoin et l'expérience commence. Dans la première phase,
il utilise sa magie pour nettoyer la résine des impuretés. Dans la seconde, il prend l'humidité et sèche l'entreprise, mais ensuite l'expérience tombe réelle et la donne mal. La résine sèche est instable et s'effondre en morceaux. Arthur décide alors d'essayer à nouveau, en tenant compte des erreurs, en utilisant des méthodes de pression et d'extraction supplémentaires. Ensuite, il peut faire une pierre ferme, une sorte de balle, mais vous pouvez vous améliorer plus tard. Il baptise cette pierre de miel, la pierre de miel. Depuis la première tentative, Arthur a effectué plusieurs tests et a suivi la façon de produire ces pierres de manière fiable, jusqu'à ce qu'il réussit à créer une production de masse. Il a tout dit à sa mère. Il se demandait s'il avait tout fait avec de la résine ordinaire en utilisant la magie et lui a demandé de ne pas montrer les résultats à Ningin. Ce qu'il a créé, a-t-elle poursuivi, valait au moins 5 pièces d'or. Martina, la mère d'Arthur, a demandé si son fils avait déjà pensé à l'avenir. Et il a répondu qu'il n'avait jamais fait cela parce que ce qu'il voulait vraiment, c'était rendre sa mère heureuse. Il a dit que la seule capacité qu'il avait était l'alchimie, mais il n'était pas suffisant. Je voulais donc entrer dans l'académie de la noblesse du royaume. L'alchimie n'a été étudiée qu'à l'académie de la capitale et dans une recommandation de famille noble, qui pour ceux qui n'ont pas de talent était comme un monde impossible à réaliser. Martina a dit à son fils que si c'était un désir sérieux, il devait agir rapidement et qu'elle était prête à tout organiser. Arthur était des objectifs avec ce que sa mère avait prévu. Il a passé quelques semaines et Martina a décidé d'aller avec son fils à la capitale du comté, Marusta. Dans une bonne nuit, la nuit, prenant un thé, la mère a déclaré aux plans immédiats. Tout d'abord, ils ont eu une réunion avec le baron. Deuxièmement, ils devaient vendre les grenouilles et les gènes. Troisièmement, ils ont dû embaucher un garde d'esclaves pour Arthur. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait parler à une connaissance qui est devenue un oiseau. Arthur a déjà dessiné qu'il n'allait pas passer beaucoup de temps dans la capitale. Le voyage à la capitale a été des conneries, Martina connaissant les pierres, comme voulant partir bientôt. Ils ont payé les commerçants pour aider à y arriver. Qui a dû se défendre contre les bandits et les gobelins sur le chemin. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, Martina et Arthur étaient prêts à prendre du thé lorsqu'ils ont frappé à la porte. C'était Stéphana, disant que le baron les attendait pour la réunion tôt demain. Martina a été surprise rapidement car elle devait généralement attendre environ 2 semaines. Avant de se coucher, Arthur se demandait pourquoi sa mère avait tellement besoin de cette rencontre avec le baron. Le lendemain, la famille est allée trouver le baron. Arthur et Stéphana attendaient dans le jardin de gaz pendant que Martina se rendait à la salle de réception. Au début de la conversation, Martina a montré qu'elle était heureuse pour la réunion. Et le baron a dit qu'il était important pour elle d'être entièrement et que Stéphana avait beaucoup à voir avec cela. Pour éviter les ragots, le baron a dit que Kate lui avait tout dit. Martina se souvenait du conflit avec AYO. Le baron a déclaré que Martina avait besoin de comprendre l'importance de la façon dont elle a été vue par la foule du village, qui était principalement formée par des gens simples, et que Martina, avec une noble création, se démarquait naturellement. La conversation était plus directe, et le baron a demandé la raison de la visite et quelle était sa question personnelle. Martina a dit qu'elle voulait vendre quelque chose et qu'elle voulait d'abord offrir au baron. S'il l'aimait, il pourrait même acheter quelque chose d'intéressant. Puis elle a pris une boîte avec les jaunes d'œufs. Le baron a regardé les pierres, a aimé la forme, la taille, l'apparence, mais a dit qu'il n'était pas un collectionneur de pierres. Martina était un peu gênée, espérant gagner sa sympathie et a dit qu'elle allait emmener les pierres à la guilde des marchands pour vendre. Le baron a demandé pourquoi elle voulait faire cela, et elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour embaucher une sécurité supplémentaire. Il se demandait si Stéphana ne s'en rendait pas compte. Martina a expliqué que la sécurité supplémentaire était pour son fils, que Stéphane était la garde du baron et ne lui a pas obéi, et parfois elle devait sortir travailler et n'était pas sûre. Le baron a déclaré qu'il était difficile de trouver de bons esclaves, donc temporairement passer la Stéphana pour qu'elle puisse envoyer. Martina était confuse et a demandé si la solution était bien pensée. Il a répondu qu'il était très reconnaissant à Martina d'avoir présenté à Rosanna son fils, qui est devenu une mariée de lui. Rosanna était dans une campagne pour nettoyer les monstres et avait passé 3 jours. Le baron a déclaré que la guerre n'était pas un problème et voulait que Martina en parle à Rosanna. Dirivé Martina, se souvenant que Rosanna était courageuse même au gymnase, et était inquiète parce qu'il n'avait pas de nouvelles pendant 3 jours. Après la réunion, Martina est allée parler à Arthur et Stéphana et a déclaré que le baron avait dépensé Stéphana pour qu'elle augmente la sécurité d'Arthur. Arthur a dessiné que Stéphana écoutait déjà sa mère. Et maintenant, la mère reprenait le commandement. Martina a dit à son fils qu'il était nécessaire de vendre les jaunes d'œufs et a demandé ce qu'il en pensait. Arthur a répondu avec enthousiasme qu'il a totalement fait confiance. La mère était satisfaite de cette attitude. Ensemble, ils sont allés à la bijouterie pour vendre les pierres. À l'entrée,
Le vendeur a salué la jeune femme. Martina a dit que le gars était une grande flatterie. Et il a répondu qu'il était bijoutier et toujours honnête avec les femmes. Martina a ouvert la boîte avec des grenouilles et des gènes, et le bijoutier a offert une pièce d'argent pour une. Il a expliqué que les pierres étaient utilisées pour la décoration et ne valaient pas la valeur seule, mais en grande quantité, la valeur a beaucoup augmenté. Elle lui a demandé de montrer le reste. Voyant tous les joyaux, le bijoutier était ravi et a dit que c'était une collection incroyable et simplement sensationnelle. Arthur, qui était là, était étonné parce qu'il avait tout fait dans sa chance. Le bijoutier a offert 16 pièces d'or et 2 pièces d'argent pour les 24 joyaux. Arthur a compris que le fait d'avoir une collection était plus avantageux, car le prix des jaunes d'œufs a doublé. Après un peu de négociation, ils ont fermé ces 7 pièces d'or grâce à la collection complète. Tout le monde a remercié et a dit au revoir. Jusqu'à la prochaine fois. Le temps est passé, et Martina et son fils sont retournés à la bijouterie. Les vendeurs ont demandé ce qu'ils allaient vendre, et elle a répondu qu'ils achèteraient aujourd'hui. Ils avaient besoin d'embaucher 2 gardes esclaves. Arthur a déclaré que Stéphana était toujours avec eux, c'était une vitesse, mais il voulait des esclaves avec un pouvoir d'attaque et une expérience dans la collecte de ressources. Le bijoutier les a emmenés dans une autre pièce où ils avaient des gardes d'esclaves qui attendaient. Quand ils ont demandé pourquoi ils étaient après les barreaux, il a dit que c'était pour leur sécurité. Parce que certains clients avaient l'habitude d'essayer de frapper des comptes avec certains d'entre eux. Il a montré 5 candidats qui répondaient aux exigences, 2 épéistes, un lancé, un machadiste et un homme de marteau. Arthur pensait qu'ils ne convenaient pas. Parce qu'ils étaient des hommes et pouvaient prêter une attention particulière à Martina. Le regard est tombé sur une petite fille et était curieux de savoir qui elle était. Le bijoutier a expliqué qu'elle était un machadiste. La fille a commencé à raconter son histoire, après avoir cessé de faire une ferraria, est devenue aventureuse et est arrivée au rang C, mais comme elle a échoué plusieurs missions, n'a pas pu payer les dettes et est finalement devenue esclave. Arthur a demandé si elle était aventureuse, adulte et petite. Martina a ajouté en demandant ce qu'elle savait faire. La jeune fille a répondu qu'elle était aventureuse rang C, savait comment rassembler des ressources. Il a utilisé le marteau et avait beaucoup de force. Arthur était un peu en doute. Martina a demandé pourquoi elle avait cessé de faire une ferraria et pourquoi elle échouait toujours dans les missions. La fille a dit que sa vision avait empiré et ne pouvait plus surveiller les armes ni être précise dans les batailles. Martina était bouleversée et s'est rendu compte que travailler en sécurité avec ce problème était difficile. Arthur pensait que la mauvaise vue serait une raison de refuser et décidait de parler à sa mère. Après une conversation rapide entre eux, ils ont demandé le prix de la fille. Ils ont dit que c'était 10 pièces d'or. Martina a compris que cet employé allait être peu probable. Mais les gnômes étaient rares, il était donc plus susceptible de l'accepter. Elle a précisé qu'elle avait 20 ans. L'esclave sera-t-il exempt de dette? Non, cela ne roulera qu'à partir d'ici que 50 ans. Et elle a un problème lié à la boisson. La mine dit qu'elle est bonne avec un verre de bière par jour, mais Martin et Arthur n'ont pas apprécié cette idée et ont convenu qu'il serait au plus un verre par semaine. En fin de compte, cela a été combiné à tout le monde. Arthur et Lazina, la nouvelle garde Gnoma, se rencontrent personnellement et se déplacent joyeusement de la vie avec elle. Martina et Stéphana s'en tiennent également à les rencontrer. Le lendemain, ils vont dans un magasin de vêtements et achètent de nouveaux arrêts pour la Lazina. Maintenant, tout est prêt à démarrer le travail. Martina et Stéphana sortent en mission et Arthur obtient la Lazina. Il pense que, pour qu'elle serve bien, il doit d'abord améliorer sa santé et résoudre le problème de la vision. Elle s'est plainte qu'elle ne voit que près, c'est-à-dire qu'elle est myope. Vous devez faire des objectifs concaves pour corriger votre vision, mais ils doivent faire plus et choisir les bons. Arthur sait qu'il a besoin de quartz pour faire l'objectif et commence à faire des calculs mathématiques pour la production. Il chauffe le quartz, nettoie, forme et produit finalement un objectif. Soudain, le Lazin apparaît et demande ce qu'il fait. Il commence à expliquer qu'il porte de l'alchimie pour faire des lunettes pour elle. Mais elle ne gère aucun de ses arrêts. Il se perd avec tout. Arthur termine et lui demande de ne le dire à personne. Surtout pour Stéphane, parce que sa mère pense que cette connaissance doit être un secret. Alazin se rend compte que Stéphane ne lui fait pas pleinement confiance. Arthur lui offre les lentilles approuvées. Elle passe dans son œil et se rend compte qu'elle peut voir de loin. C'est heureux. Arthur ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si excitée. Parce que dans le monde précédent, c'était normal. Il comprend qu'il ne peut pas guérir la vision des gens, mais il peut faire des lunettes et aider à améliorer la vision des autres. Ils et Père Dana continuent de travailler et commencent à faire un cadre rond en utilisant de l'argent hypoallergénique. Il ajuste tout à la taille de la disposition et fait également des joueurs de taille réglable. Arthur ne s'arrête pas, produit toujours des lunettes de combat.
Ils sont déplacés dans ce processus de masse de fabrication de lunettes. La porte s'ouvre légèrement, Martina revient sans Stéphana. Arthur demande où était Stéphana. La mère répond qu'elle est restée dans la taverne à préparer un dîner de gala pour l'arrivée de Luzna dans leur grande famille. Arthur est étonné que sa mère, qui était un aristocrate, prépare un dîner chic pour un esclave. Ce changement de vision était dû à une longue coexistence avec Stéphana. Martina perçoit les lunettes de Luzna et demande si elles sont celles que Arthur parlait. Il dit qu'il a fait plusieurs types, normaux, combattants et autres. Puis Martina demande à voir les lunettes. Arthur donne les lunettes pour perdre Anna et ne lui demande pas encore. Le lasin revient avec des taches rouges sur la peau autour des yeux. Arthur comprend qu'il a besoin d'un matériau plus doux pour le cadre, ce qui n'irrite pas la peau, comme un type de caoutchouc. Alana suggère le K, un matériau utilisé dans le dingue forgé avec durci pour ajuster la flexibilité et absorber le choc. La nuit arrive et il commence à célébrer l'arrivée de la Lazina dans l'équipe. La fête était folle et très amusante. La Lazina était heureuse car elle avait la bière pour la première fois dans un mois. Et Martina se remettait toujours de la gueule de bois pendant 3 jours complets. Arthur a également apprécié le temps ensemble. Dans l'ensemble, tout allait bien. Arthur et Lazina marchent tellement dans la rue et elle se demande si elle est normale parce que les gens passent en la regardant. Ils vont au magasin et demandent 10 unités du matériau COA et 1 kg de durcissement. Le vendeur est curieux de savoir l'article sur le visage de son compagnon et dit qu'il ne vend que s'il est dit ce qu'est cet arrêt. C'est un secret. Arthur entre dans la conversation et dit que si le secret le dira au vendeur. Le vendeur est fou. Il dit qu'il ne peut rien acheter avec des bonbons. Arthur répond dans la boîte et les pas aux pieds du vendeur de colère. Ensuite, d'autres employés viennent s'excuser pour le personnel. Le propriétaire de la Trade Guild veut parler à la salle de trading. L'employé demande de ne pas refuser le chat. Arthur sait qu'il ne sera pas facile de s'en débarrasser et ne veut même pas l'accepter à temps. Pourquoi s'il force? Arthur et perdant Anna échangent un regard et allent dans la salle de trading. Le danger, propriétaire de la succursale de la guilde commerciale Obsidio et Merlot, apparaît. Il s'excuse d'abord pour les employés et veut connaître le masque du compagnon. Arthur répond que c'est un secret. Le propriétaire continue. Vous savez que notre compagnon de guilde, Lozana, a une mauvaise vue, donc nous ne l'impliquons pas au travail auparavant. Arthur comprend que les lunettes sont en argent et en verre et peuvent être copiées par quiconque veut. Il décide de prendre plus de vagues avec le propriétaire du magasin. Arthur demande à Lana de livrer le masque au propriétaire du magasin pour qu'il vienne. Esbert devient fou avec l'objet et veut savoir où acheter. Arthur répond qu'il ne se vend pas en magasin. Kins demande comment l'obtenir alors. Arthur pense que cela ne vaut pas la peine de mentir et dit qu'une connaissance a fait au lui à présenter ce type. Rez dit qu'il donne 10% des rabais sur tout dans le magasin. Arthur répond qu'il a promis de garder ce gars secret. Tout le monde était intéressé par le masque. Seul le lasin utilise. Rez n'arrête pas de parler et Arthur se rend compte qu'il a la menace cachée dans le ton de sa voix. Il trouve mieux de sortir de cette situation et dit qu'il passera le message pour rencontrer le gars. Le sujet demande à transmettre le message rapidement et de manière convaincante. Arthur parle le message et se lève pour partir. Kins pour Arthur et Lazine dit que la prudence est tout. Peu ne peut arriver dans ce monde. Ensuite, il les protégera sur le chemin du retour. Il rentre à la maison en toute sécurité. Arthur comprend que la situation est grave. Il est tendu d'avoir quelqu'un armé derrière lui. Si les gardes découvrent où ils sont, ils peuvent attaquer ou suivre. Le groupe passe par le manoir de Barao Merlot et est arrêté par un gardien qui demande ce qu'il fait là-bas. Arthur réagit rapidement, Courlae se présente comme le fils de Martina qui est venu parler au baron hier. Il parle aux gardes qu'ils sont arrivés et se disent au revoir. Les gardes ne peuvent que se retirer. Ils vont à la garde et demandent à avertir Tobias et demander à Martina d'être informée rapidement. Le garde quitte et leur demande d'attendre. Alazin demande à Arthur ce qu'il fera. Il dit qu'il veut une protection contre le baron, mais garde son visage fermé et dit qu'il ne peut pas montrer la lâcheté. Arthur pense que le pire est de donner des raisons d'intimider. Il est difficile de faire quelque chose contre une grande guilde. Vous devez vous préparer au pire. Le garde revient et avertit que les Tobias ont accepté de le voir quand il est libre, et une voiture a été envoyée pour demander Madame Martina. Arthur et Lazina attendent Martina qui est inquiet. Arthur s'excuse et dit qu'il n'avait aucun autre moyen de résoudre les conneries. La mère apaise Arthur en disant que l'important est qu'il est en sécurité. L'Arthur est très bien. Il a vraiment besoin de la protection de la mère parce qu'il est encore petit et impuissant. Ils sont assis dans le gazon. Calmez-vous et commencez à parler bien. Arthur raconte à sa mère tout ce qui a continué avec lui et Père Anna ce jour-là. Il est allé chez Baron pour demander de l'aide et du soutien.
Le protagoniste veut garantir les droits des informations sur les lunettes et demande à sa mère de décrire tous les membres de la famille du baron et souhaite savoir s'ils peuvent aider. Martina décrit chaque membre de la maison de baron. Le baron est traditionnel mais pas têtu, sa femme est une femme et une mère exemplaire, Tobias est sérieux et un peu suspect, et Rosanna est la mangea des arts martiaux et martiaux. Arthur se demande s'il peut tout dire à Tobias, mais Martina garantit qu'il n'y a pas d'autre option. Le fils leur demande seulement de ne pas révéler ses compétences en alchimie. La réunion commence. Tobias s'excuse pour le retard et dit qu'ils ont été informés de la nature différente de l'affaire. Martina et Arthur vous remercient d'avoir accepté d'organiser la réunion et de demander à tout le monde de partir. Tobias soupçonne que les domestiques ne peuvent pas être fiables. Martina dit que la conversation est un secret commercial et que personne ne peut fuir parce que personne ne prendra la responsabilité si elle roule. Tobias est d'accord, dit que le profit est bon, mais doute qu'ils connaissent la situation financière de sa maison. Tobias commence à demander de quoi il parle, demande Martina à nouveau. Tobias est silencieux et demande à oublier ce qu'il a dit. Il dit qu'il doit clarifier le volume d'investissement nécessaire au cas où il évaluera la capacité de la maison baroniale à participer. Martina demande un maximum de 80 pièces de monnaie en platine. Tobias répond que 80 seront difficiles à libérer. Martina explique que 80 sont le maximum et que dans certaines 40 conditions, cela peut suffire. Tobias demande la période de retour pour un investissement de 80 devises. En écoutant 3 à 5 ans, il saute surpris. La question frappe rapidement. Est-ce un coup? Quelles sont les conditions? Lors de l'investissement de 40 pièces de monnaie, Martina explique qu'elle a besoin d'un atelier et d'un four en verre. Elle essaie de savoir si la famille du baron a ses installations. Arthur rappelle que lorsque la capitale a grandi, elle avait un atelier de verre dans la province, mais il ne peut pas être utilisé, il doit être bien rangé. Tobias essaie de se souvenir des ateliers de verre qui travaillent dans la ville et se souviennent de celui qui produit du verre. Il n'y aura pas de concurrence. Et 40 pièces sont déjà bonnes, non? Martina continue et Tobias clarifie la partie des bénéfices que les partenaires souhaitent. Martina pense que la division est juste et demande toujours une lettre de recommandation pour une académie aristocratique pro-Arthur, parce qu'il veut continuer à étudier et ses parents devraient soutenir. Tobias répond qu'ils ne peuvent pas décider ces arrêts seuls, doivent échanger une idée avec leur père, donc ils doivent attendre un certain temps et partir, fermant la porte derrière lui. Martina se tourne vers Arthur et lui demande de commenter la situation. Arthur pense qu'ils ont été bien accueillis, mais la situation financière de la maison du baron est sinistre, même avec la fin des impôts, a des problèmes. Martina se rend compte que Rosanna a de nouveau disparu et que Tobias n'est apparu qu'aujourd'hui. Elle croit qu'ils n'ont livré aucun secret commercial à la conversation. Le refus de l'accord ne visera pas les plans futurs, mais un partenariat avec une maison baroniale peut offrir une sécurité à l'entreprise. Tobias revient. Demander le retard, mais n'est pas revenu seul, est venu avec son père. Le baron donne une conversation directe pour le fils, affirmant qu'il n'est pas si informel pendant les négociations et s'excuse pour les commentaires du public. Martina s'excuse auprès du baron pour avoir pris son temps pour rien. Le baron est surpris par la séparation rapide et se demande pourquoi un enfant a semblé négocier. Martina explique que c'est une longue histoire qui a mis son fils en danger. Ils disent au baron toute la bande sur les gardes de la guilde. Le baron écoute la compréhension et dit que la situation est double. Cela peut même ne pas avoir besoin de mesures de protection. Martina dit qu'elle n'a rien à faire, mais ils ne font pas confiance à la guilde qui agit comme ça, ils veulent trouver un partenaire fiable pour l'entreprise. Le baron découvre pourquoi il ne pouvait pas recourir à une autre guilde et reçoit la réponse qu'il considère comme le baron et sa famille les partenaires les plus fiables. Cela ne trahirait jamais. Arthur est dirigé avec la façon dont la mère a exposé le problème. Le baron comprend et veut savoir ce que les entreprises proposent. Il a entendu une rumeur qui a à voir avec le verre et veut plus de détails. Martina décide d'expliquer l'offre commerciale en utilisant un verre de vin comme exemple. Elle dit tout à la foule. Si vous faites des tasses bon marché avec des impuretés, le coût est de 5 pièces d'argent. Les tasses faites avec des morceaux de prix moyen coûtent 2 pièces d'or. Des tasses en quartz pur et sélectionnées de meilleure qualité coûtent 5 pièces d'or. Mais leur technologie peut faire les meilleurs verres de qualité pour moins d'1 pièce d'or. Le baron et les Tobias sont choqués par ces informations. Martina met en évidence la stratégie de développement commercial. Tout d'abord, vous devez établir la production de verre de haute qualité en tant que matière première. Lorsque le verre est bon marché et bon, vous pouvez commencer à fabriquer ces produits. Progressivement, l'établissement de la production de verre, il sera possible d'éviter la faillite de l'atelier local et de ne pas laisser la foule dans la région amère. Le baron veut savoir quels sont les autres problèmes à ce sujet. Ensuite,
Lazina entre dans la conversation, prenant un objet différent de la poche et livrant au baron, disant qu'il s'agit d'un lunette, utilisé pour corriger la vision. Les sacs de baron qui ont besoin d'un verre bon marché est bon pour produire des lunettes. Ce que le verre fait avec un matériau cher ne roulera pas et n'a aucun sens. Martina ajoute qu'en plus des lunettes, il existe d'autres produits qui utilisent des objectifs. Le baron comprend l'offre de l'idée de l'entreprise, raie la tête et exprime le désir sincère de participer. Pour commencer, il est prêt à diriger 40 pièces de monnaie en platine. Martina suggère de définir les termes de la coopération et de la division des bénéfices avant de commencer à travailler, demande 10% des bénéfices, ce qui rend le baron surpris. Mais Martina ne s'arrête pas là et demande une chose de plus. La forge à bain d'or et les droits sur Stana. Le baron pense que le problème de forge est pratiquement résolu. Mais il y a un problème avec Stana parce qu'elle est une esclave à vie. Le regard de Martina devient un peu déroutant. Elle sait qu'elle a 3 niveaux de punition pour les criminels. Un léger crime de vol ou de légères blessures donne 3 à 10 ans. Des crimes graves tels que l'homicide involontaire coupable ou des blessures graves de 10 à 30 ans, et un meurtre prémédité de prison à perpétuité. Martina comprend que Stana n'est pas traitée comme une bombe suicide qui mène à la prison à perpétuité et est achetée pour un travail dangereux où ils peuvent mourir. Les esclaves jetables sont appelables, et cela soulève quelques questions. Le baron dit qu'il a une certaine pitié de Stana et qu'elle doit dire toute la vérité sur elle-même pour avoir des informations fiables de la personne qui sera de son côté dans sa vie. Frappe à la porte et Astana entre. Martina se rapproche. Il lui prend la main et dit que lorsqu'il a quitté la maison du vicomte, il avait assez d'argent et son fils intelligent Arthur étaient ensemble. Mais en même temps, elle ne pouvait rien faire dans la vie quotidienne. Pendant ce temps, Stana a beaucoup aidé, enseignant à cuisiner, à travailler sur le terrain et à d'autres arrêts, même si ce n'est pas son devoir de garde. Martina continue de dire qu'elle a essayé de ne pas s'impliquer dans le passé de Stana, elle savait que leur réunion était temporaire, mais dans le temps qu'ils passaient ensemble, ils étaient si proches qu'ils semblent être une famille. Maintenant, Martina demande à Stana de raconter son histoire. Stana devient maladroite, mais accepte de le dire. Elle avait une famille de 4 personnes. Le père était un vecteur, la mère travaillait comme registraire de la guilde et avait une sœur cadette. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Un jour, le père timide était coincé sous les décombres d'un bâtiment et tout le monde a été mort. Après cela, la mère a dû travailler seule pour soutenir sa famille. Un jour, la mère était très malade et la situation financière a empiré. Il ne restait plus d'argent pour la médecine. À l'âge de 13 ans, Astana a décidé de devenir aventureuse, mais la maladie de sa mère n'avait pas de remède. Et quand elle avait 15 ans, sa mère est décédée. Aux 18 ans, Astana était un niveau aventureux D. La sœur, Philomena, avait 15 ans et travaillait comme assistante dans un magasin. Philomena est datée du fils du propriétaire du magasin et rêvait d'épouser et de développer une entreprise commerciale. Astana était heureuse parce que Philomena était toujours là et n'a jamais imaginé que ce bonheur allait se terminer. Un jour, 6 mois plus tard, ils ont frappé à la porte, Stana a ouvert ses portes et un policier a demandé si Philomena y vivait. Lorsqu'il a demandé ce qui s'était passé, il a répondu qu'ils avaient trouvé le corps de Philomena assassiné dans les ruelles, il a probablement été également violé. Stana est désespérée, pensant que c'était un mensonge et court pour découvrir ce qui s'est passé. Les funérailles de Philomena ont roulé, la police a clôturé l'affaire disant qu'elle était allée seule dans les ruelles et que le criminel n'a jamais été rattrapé. Stana était folle de penser à ce qui s'était passé, pensait étrange que sa sœur soit allée seule dans les ruelles, après tout pour elle, qui était préparée, ce serait effrayant d'aller seule, donc elle devait avoir une raison forte. Elle a décidé d'embaucher un informateur des ruelles, et après un certain temps, elle a reçu les informations selon lesquelles le meurtre a été commis par un mercenaire qui a déménagé avec une confusion aimante, et que le cerveau du crime était le fils du propriétaire du magasin où Philomena travaillait. De plus, j'ai appris que Philomena était enceinte. Une nuit, le fils du propriétaire du magasin allait dormir, pensant que son ex, Philomena, avait été stupide. Quelqu'un frappe à la porte, il s'ouvre à moitié et est étonné quand une fille l'attaque avec un couteau, met la lame dans son cou et demande qu'il dise la vérité de cette nuit. Il a dit qu'il avait une mariée et que Philomena était un amant, et quand elle est tombée enceinte, elle a dû le dire à son père. Ensemble, ils ont conçu un moyen d'attirer Philomena dans les ruelles et l'ont tuée. Stana a poursuivi l'histoire en disant que par les lois des ruelles, celui qui a ordonné qu'il ne pouvait pas être condamné, elle a donc décidé de rendre justice à ses propres mains et a tué tous les coupables en personne. Martina demande si Astana regrette la vengeance. Elle répond non, mais elle ne sait pas si c'était la bonne décision. Martina dit que ces informations sont déjà suffisantes, que la bonne réponse est difficile à trouver. Quelle vengeance n'est pas la justice, mais ce n'est pas non plus le mal pur.
Stana pense qu'elle ne peut pas se cacher derrière les autres et échapper à la responsabilité de ses propres actions. Martina grandit et invite Stana à rester avec elle, tendant sa main. Le Stana est très secoué par les souvenirs. Et étant tout déroutant. Elle est flattée d'offres et accepte, puis le baron entre dans la conversation et dit que la solution est évidente, et il trébuche pour passer Stéphane à Madame Martina. Arthur se rend compte qu'il est impossible de débarrasser Stéphane de cette punition pendant toute une vie, mais il s'attend toujours à ce qu'il devienne une famille. Le baron lui-même déclare général qu'il aidera personnellement jusqu'à ce que le ver de verre. Et il libère toujours son manoir pour qu'il vive, ce qui est un succès total car il résout la question importante de la sécurité personnelle. Le baron envoie déjà la mission. Vous devez trouver les premiers travailleurs. Un glacier et un alchimiste. Martina est responsable de l'embauche de la foule, Zin préparera le four à faire fondre le verre et tout le monde se met dans le travail ensemble. Tobias fera rango à tout le monde, tandis que la classe discute des arrêts qui roulent. Le baron dit qu'à l'avenir, il veut que son fils, Tobias, prenne l'initiative. Cela lui donnera plus de morale dans la vie et réduira les vacillations. Pour aider à cela, il met Sian, son majordome en tant qu'assistant Tobias. Le lendemain, il y aura un appel de la guilde des esclaves, et Martina dit qu'elle se rend à la guilde Obsession pour refuser leur offre. Le baron suggère de mettre Dodric, le garde de nuit de sa maison, en tant que sécurité, et avertit que si la guilde ne se retire pas, elle utilisera une force supplémentaire. Ensuite, Martina pense que les négociations peuvent rester avec Arthur, ce qui est choqué par l'idée car elle ne met aucun de ses arrêts. Mais Martina calme, il dit que ce sera une expérience, qu'elle sera sur le côté et que le baron aidera. Qu'il n'a même pas à s'inquiéter, il suffit d'essayer. Arthur est d'accord. Martina demande à demander au baron certaines choses et il propose de répondre. Hier, Martina avait remarqué un mouvement dans le manoir et demandait si le baron peut parler le réel de ce qui se passe, car Rosanna, qui a un petit enfant, est disparue pendant des jours et elle est inquiète. Le baron convient que la cachette n'est pas utile, la vérité apparaîtra tôt ou tard et dit qu'il y a quelques jours, Elboror a été détruit par un tas de monstres se demande si ce village qui est la base de la construction de la route à travers la forêt. Le baron confirme et dit qu'il n'y avait pas de temps pour terminer la ligne défensive. Rosanna est allée défendre ce village parce qu'elle est aussi formée qu'une vraie garde. En plus des gardes, ils ont embauché des aventuriers qui sont mieux préparés à se battre dans le champ ouvert. Mettre fin aux monstres et reconstruire le village coûtera un argent noir. Martina comprend les difficultés financières de Baron et dit que tout le monde travaillera ensemble pour soulever l'atelier de verre bientôt. Le Baron est heureux, à l'aider la coopération. Et resserrer fermement la main de Martina. Après un certain temps, Tobias appelle tout le monde à dîner et Stéphana essaie de partir, mais Martina pourrait les appeler à la table. Dire qu'il y en a 4 et ne vaut pas la peine d'être mangés séparément, et le dîner est un événement familial et qu'ils sont vraiment de la famille. Tout le monde est d'accord. Lund Lunch, Bora Trampa. Arthur et Alzine sont dans l'atelier, développant une technologie pour améliorer le matériau des lunettes de protection. Arthur pense que la peinture des verres, qui doit s'adapter collée au visage, devrait être douce, comme la mousse en caoutchouc. Dans la première tentative, il place des grains de blé dans le mélange de la planche, mais le matériau était très lâche. Ils utilisent des graines de sésame, ce qui a donné un résultat de masse. Ils ont appelé le matériau en mousse. Elena teste les lunettes et sent qu'ils sont confortables. Ils ne glissent pas sur leur visage ou leur mouvement soudain. Le travail pour s'améliorer se poursuit. Arthur démantèle les verres, échange les oreillers de nez contre les plus durs, fait des charnières au verre des verres peu fermés. Crée un boîtier et colle ses murs avec une fine feuille de couleur. Maintenant, les verres sont très confortables à porter. Zena joue. Vous en regardant, M. Arthur, il semble que Geweller n'aura pas besoin, hein. Arthur reflète que l'alchimie n'aide pas dans le couteau. Vous pouvez travailler le métal, mais ne crée pas de lame. La modélisation ne donne pas la précision, elle ne roule pas de lame tranchante. Faire des lunettes implique des outils de coupe, mais il ne gère que les technologies. Chauffage, refroidissement, compression, moulage, coupe, synthèse, extraction. Purification, séparation et vieillissement. Le reste doit étudier. Il demande à Zena de parler du traitement des métaux. Le lendemain, Martina, Arthur et Derek se rendent à la bijouterie et trouvent le vendeur d'hier. Demandez à voir M. Kings. Ils attendent dans la salle de réunion. Ress arrive et s'excuse pour le retard. Tout le monde est accueilli. Ress regarde Arthur et commente qu'il ne s'attendait pas à ce que le créateur des lunettes soit si beau. Arthur répond que c'est sa mère. Les rois ont lâché la blague selon laquelle son père était peut-être un nain,
Mais il n'y a rien de sans nain sur Arthur. Martina entre dans la conversation, Rez s'excuse, ne s'attendait pas à ce qu'Arthur soit un enfant, à la manière de parler et d'agir, pensait que c'était un métis. Arthur se demande si les souvenirs de la vie passée montrent que son apparence et son monde intérieur ne battent pas et s'il a vraiment l'air étrange pour les autres. Mais vous pensez que cela n'en vaut pas la peine si vous êtes stressé pour cela, il veut juste rendre sa mère heureuse. Arthur dit à Rez que les informations sur les lunettes ont été obtenues par M. Bermerlo. Et maintenant, les questions devraient aller à la maison baronale. Rez répond qu'il était lui qui a commencé la conversation sur les lunettes et que personne ne peut le contester, mais il a demandé à connaître le créateur des lunettes et a reçu la promesse d'une réunion. Qui a maintenant été marquée. Rez dit qu'il a demandé à commencer des négociations urgentes. Arthur rebondit qu'il n'a pas renvoyé la négociation, seulement la demande de rencontre avec le créateur. S'il voulait acheter la technologie, il devait avoir dit clairement pour avoir la priorité à négocier, pour bloquer les autres. Rez pense que la collaboration peut gagner beaucoup d'argent. Arthur répond qu'il y a des choses plus importantes que le profit. Le manager est d'accord et dit qu'il est prêt à reculer. Arthur pense que c'est une sage décision. Rez demande à avertir le baron qu'il est prêt à aider s'il en a besoin. Arthur promet de tout dire. Il pense que la guilde n'ira plus pour des actions hostiles ouvertes. Rez veut s'assurer qu'Arthur n'est pas un nain et demande à son âge, qui répond de 5 ans. Les gars rentrent à la maison, mais ils se rendent compte qu'ils sont suivis par 3 visages de couverture noire. Dodric dit que ainsi sur leur col et suggère une plus grande marche pour assurer la sécurité. Stéphane est étrange à l'insistance des représentants de la guilde. Et Martina pense que peut-être que ces gars-là préconisent les intérêts des autres. Arthur est silencieux parce que Dodric, qui est un gardien de nuit très compétent, est avec eux. Arthur est certain que les informations doivent être protégées à tout prix. Parce que dans un monde sans brevet, les principes moraux deviennent un peu flous, et si l'information tombe dans la mauvaise main, il n'y aura personne pour avoir pitié. Dodric pense que les persécuteurs sont collés et demande quoi faire. Arthur pense que si les gars voient les lunettes, ils dessineront qu'ils sont faits de verre, alors suggère d'aller à l'atelier de verre. Tout le monde arrive ensemble dans l'atelier et voit les enfants de l'orphelinat à proximité. Qui est maintenu par le baron, mais ne paie pas d'impôts, ce qui irrite les résidents de la région. Les gens ordinaires de l'âge de 5 ans doivent payer l'impôt fiscal. Les enfants de l'orphelinat n'ont pas d'argent avant 9 ans. Ils aident à l'intérieur et à 10 commencent à travailler et à 13 ans doivent collecter des fonds et partir. Seulement, il n'y a pas de travail pour eux. Dodric sait qu'ils ont vu des aventuriers, des corps et des vendeurs de bandes. Arthur regardant ses enfants pense qu'il aurait pu être l'un d'eux lui-même si sa mère n'était pas allée auparavant. Martina envoie Dodric pour rester à l'entrée, donne à Zena la mission de vérifier le four et le Prostef le travail de la sécurité. En entrant dans le bâtiment, Martina note qu'il s'agit d'une construction solide, donnerait même au magasin. Mais il est préférable de ne pas laisser étrange à venir à la sécurité. Stéphana est d'accord. Arthur dit que l'atelier ne sera que pour la production et que la vente roulera ailleurs. Arthur pense que le bâtiment a besoin d'une rénovation, de prendre des sorties supplémentaires, de construire des murs pour améliorer le confort et le travail, et installer la ventilation. Le four fonctionne. Zena arrive avec un rapport. Et ils reviennent dans le manoir de Baron pour faire un rapport. Arthur dit cela. Quand ils reviennent, Tobias reçoit et les emmène dans une pièce étrange. Explique qu'il est fait de travailler avec des informations sur l'usine de verre. Il s'agit d'un vieil abri protégé contre les intrus. Avec 3 chambres où vous pouvez même passer la nuit. Arthur est impressionné par la vitesse du travail. Tobias continue que seul lui et Sian ont la clé. Sans eux, personne n'entre. Martina demande s'il s'agit d'un vieux refuge. Pourquoi aucun passage secret? Tobias répond que leur arrivée est l'entrée secrète, et l'entrée principale a déjà été fermée avec Wall. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Martina pense que cela ressemble à une base secrète. Arthur est surpris. Et Tobias est heureux qu'ils aient aimé l'endroit. Et tout le monde était bon. Il suggère d'écouter le rapport de ceux qui sont arrivés. Puis Martina commence le rapport. Tout d'abord, passant les informations sur la guilde de l'Obdidio, ils ont finalement cédé, mais il semble qu'ils n'ont pas tout livré. Il avait une surveillance en cours de route et la chasse aux informations se poursuit probablement. Tobias a expliqué qu'ils doivent être allumés. Ensuite, Martina continue de leur dire qu'ils ont préparé un plan pour réformer l'atelier et éviter la fuite d'informations. Elle livre le plan à Tobias et lui demande de vérifier tout ce qu'il promet qu'il va jeter un coup d'œil en donnant un contrôle rapide sur le plan que Tobias avait disparu avec la qualité du clochard. Maintenant, il suffit d'embaucher la foule. Tobias dit que l'alchimiste a déjà été trouvé, il ne reste que de choisir le fabricant de verre.